Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce deuxième épisode de ce CAFN dédié au learning data et à l'évaluation. Le premier épisode, nous avons le plaisir de parler d'un monde qui bouge, donc qui détermine des objectifs pédagogiques qui sont parfois un peu compliqués à choisir. Par contre, on sait très bien que sans système d'évaluation, on n'a aucun outil de pilotage. Donc, il est très important de trouver son propre système d'évaluation. Et on va démarrer plus précisément aujourd'hui sur deux systèmes d'évaluation que sont l'analyse de la satisfaction et l'analyse de la transmission des connaissances. Et nous avons à cet effet la chance d'avoir Jonathan Potier et puis d'avoir Sylvie Clark qui est là pour lui poser toutes les questions que vous ne pouvez pas lui poser, mais elle le fera dans de très très bonnes conditions. Sylvie, peut-être une première question à poser à Jonathan. Bah oui, on va tout de suite revenir sur le fameux modèle de Kirkpatrick pour évaluer les formations. Donc, aujourd'hui, on va parler des deux premiers étages de la fusée dont on parlait la dernière fois. En quoi consiste-t-il? Qu'est-ce qu'on évalue? À quel moment on va évaluer les critères? Et à quoi ça va servir? Alors, les deux premiers niveaux de Kirkpatrick, donc c'est niveau 1 réaction et niveau 2 apprentissage. On disait à la fin de l'épisode précédent que ça concernait finalement un peu la qualité du produit formation. Pour faire simple, est-ce que j'étais satisfait de la formation et est-ce que la formation m'a permis d'apprendre? Qu'est-ce que j'ai appris concrètement suite à cette formation? Est-ce que je sors de la formation intellectuellement ou habilement enrichi? Donc ça, c'est vraiment l'objet de ces deux premiers niveaux et d'ailleurs, c'est ce que l'on évalue le plus fréquemment aujourd'hui dans les entreprises. Donc que ce soit l'entreprise qui forme ses salariés, elle a par exemple son propre questionnaire, on va y revenir, ou alors l'organisme de formation, le prestataire de formation, ou si on suit une formation en ligne, c'est souvent plutôt ces deux niveaux-là qui sont évalués en priorité. Alors, si on commence par le premier critère, du coup, le critère de réaction que Stéphane a appelé tout à l'heure de satisfaction. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'impression de remplir un questionnaire de satisfaction. Pourquoi c'est un critère pertinent pour évaluer une formation? Est-ce que finalement, le fait de dire qu'on a bien déjeuné, mangé, qu'on a eu de bons croissants et que finalement le formateur était sympa, c'est un peu l'image qu'on a de cette évaluation à chaud. Ouais. Donc, comment le rendre intéressant? Alors c'est vrai que c'est malheureusement, souvent en tout cas, l'image qu'on a, et à juste titre, parce que lorsqu'on observe beaucoup de questionnaires, parce que c'est vrai qu'on l'évalue souvent par des questionnaires, on a un peu l'impression que ça a été fait sur un coin de table très rapidement. Et on est un peu dans une logique. On a construit un questionnaire. Alors, j'ai déjà observé comment ça se faisait. C'est vrai que parfois, on a 5-6 acteurs autour de la table et chacun veut poser sa question. Et puis, il y a la personne qui est responsable de la logistique, la personne qui est responsable du contenu, etc. Et donc, on va poser toute une liste de questions. On va avoir un peu un inventaire à l'après-vert, avec parfois des formulations différentes, des échelles différentes, etc. Du coup, ça ne fait pas très professionnel. C'est beaucoup moins professionnel qu'un questionnaire de satisfaction client que l'on aurait à l'issue d'une enseigne de n'importe quel magasin d'ailleurs. Mais c'est vraiment ça l'idée. Alors, si on revient vraiment à l'utilité de cette évaluation, déjà, c'est bien la moindre des choses, de mon point de vue, que de demander à la personne qui a suivi, qui a vécu la formation, voire parfois qui a subi la formation, ce qu'elle en a pensé. Voilà, c'est politiquement correct, c'est aussi, voilà, c'est important d'avoir ce retour. Parce que si on n'a pas ce retour, si on ne pose pas la question à la personne, littéralement, c'est comme si on lui disait, écoute, peu importe ce que tu penses, parce que moi, je suis sûr de mon fait, je suis sûr de ce que j'ai produit, je suis sûr du résultat, donc que tu aimais ou pas, à la rigueur, je m'en fiche. Bon, on imagine mal dire ça à un client aujourd'hui, donc ne pas oublier que l'apprenant reste. Alors, le premier client, ça dépend si on intègre la notion aussi de payeur, etc., mais c'est moi le premier utilisateur de la formation. Donc, toute notre attention doit être portée vers lui. Au même titre qu'aujourd'hui, toute l'attention, en tout cas des enseignes, des entreprises, est portée sur le client. Nous, notre attention, elle doit être portée en premier lieu sur l'apprenant. Est-ce qu'il a bien vécu la formation? Est-ce que c'est une expérience agréable pour lui? Parce qu'accessoirement, derrière, que l'on soit entreprise, organisme de formation, quelqu'un qui n'a pas été satisfait,
va forcément en parler à d'autres. Donc, en bien ou en mal. Donc, il y a aussi une question de marketing. Et on veut savoir si ça s'est bien passé. Et donc, si la personne va parler en bien de la formation, du prestataire de formation, etc. Est-ce que justement, avec cette dimension on voit de plus en plus l'individualisation, la responsabilisation, faire en sorte que chaque individu soit plus ou moins acteur de sa propre formation, est-ce que ce n'est pas la moindre des choses à la fois, comme tu disais très justement, lui donner la parole, mais que demain, ça sera ça qui sera l'indicateur principal? Parce que si c'est lui qui porte le projet, dans ces cas-là, c'est sa satisfaction. Comme dans un restaurant, est-ce que vous êtes satisfait? On ne décortique pas tous les protéines qu'il a pu manger, l'équilibre alimentaire, etc., ce qui est du point de vue de l'offre, mais du point de vue de la demande, est-ce qu'il est content? Et si c'est lui qui est porteur de son propre apprentissage, le fait de savoir qu'il est content, ça devient essentiel par rapport à l'ensemble de la pyramide. Oui, complètement. C'est vrai que c'est pour ça que dans le modèle Kirkpatrick, c'est même la base. Hein, Kirkpatrick considère que de toute façon, il n'y aura pas apprentissage. Déjà, il n'y aura pas de niveau 2 si le niveau 1 n'est pas satisfait. C'est-à-dire si la personne, enfin voilà, si elle traîne des pieds en formation, si elle n'écoute pas parce qu'elle n'a pas du tout, elle ne s'est pas sentie engagée, impliquée dans la formation, etc., si elle ne trouve pas ça pertinent, c'est fini, elle n'ira pas plus loin. Donc, la formation peut être déstabilisante, ça c'est une chose, mais par contre, il faut qu'au final, l'expérience ait été positive, agréable. Et je ne sais pas si ce sera un indicateur principal, mais en tout cas, c'est certain que ce sera l'un des indicateurs principaux. Parce que ça n'est pas parce qu'aujourd'hui, cet élément est toujours mesuré dans les entreprises, et parfois mal mesuré, mais qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, ce n'est pas parce qu'on mesure surtout le niveau 1 et 2 que le niveau 1 n'a pas d'intérêt. Au contraire, ça reste une donnée essentielle. Encore une fois, on produit de la formation aussi et avant tout pour les apprenants. C'est bien la moindre des choses que d'avoir leur. Donc, ça reste essentiel, effectivement. Sans lui demander après de cortiquer tout le contenu pédagogique parce que ce n'est pas de sa responsabilité. Mais on veut juste savoir si effectivement il a apprécié le plat, comme tu disais, dans le cadre d'un. Du coup, je comprends que dans le modèle de Kirkpatrick, il y a une interdépendance finalement entre les différents niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, si dès le départ, l'apprenant n'est pas satisfait finalement de l'axe pédagogique de la formation, ce sera difficile d'aller plus loin. C'est ça. En fait, il y a surtout des liens. Il y a des liens forts. La recherche a montré des liens assez forts entre les niveaux 1 et 2. Donc, et entre les niveaux 3 et 4. Pas entre les niveaux 2 et 3. Ça, on y reviendra, ça c'est intéressant. C'est vraiment là où le modèle, je ne vais pas dire qu'il pêche, mais en tout cas, il a aussi une explication, Kirkpatrick, derrière ça. Mais finalement, le fait d'avoir vécu une bonne expérience de formation est un facteur quasiment prédictif d'un bon apprentissage. Ça ne sera pas suffisant, mais en tout cas, c'est une part importante. Donc, on ne peut pas dire on se focalise uniquement sur l'apprentissage et on ne regarde pas ce qui se passe au niveau 1. Alors, d'après ce que j'ai compris, donc le niveau 1, on est sur la réaction. La réaction des apprenants, a priori. Oui. Donc ça, c'est un premier point. Alors, c'est vrai, pour revenir sur… l'investissement aussi de l'apprenant. Alors, juste Sylvie, est-ce que tu pourrais synthétiser parce qu'il nous a manqué des morceaux? Ah, pardon. Donc, effectivement, le modèle de Kirkpatrick a été modernisé ou relooké, je ne sais pas comment le dire, en 2009. Et dans le premier étage de la fusée, la notion de réaction de l'apprenant a été complétée par l'engagement et la pertinence de la formation. Ce sont deux éléments qui sont importants maintenant à prendre en compte, c'est ça? En fait, c'est vrai que souvent, on présente le modèle Kirkpatrick, on dit niveau 1, souvent c'est la satisfaction. Et c'est vrai que dans le modèle originel de 1959, c'était plus ou moins ça, la réaction égale satisfaction. Et en fait, les Kirkpatrick, fils et belle-fille, c'est l'histoire de famille, ont revisité le modèle, l'ont enrichi, l'ont actualisé. Et en fait, ils ont dit finalement, dans le niveau 1, il y a la réaction, c'est trois choses. C'est la satisfaction, ça c'est clair, donc on n'en sort pas, c'est vraiment est-ce que j'ai passé un bon moment de formation, est-ce que je suis satisfait, du coup est-ce que je recommanderais derrière, etc. Un peu dans une logique de Net Promoter Score, vous savez, lorsque vous réservez un hôtel, un voyage, etc., souvent on vous dit est-ce que vous recommanderiez ça à quelqu'un de votre entourage, et vous êtes soit un détracteur, soit un neutre, soit plutôt un promoteur, etc. Mais en même temps, ça n'est pas suffisant. Et ils ont ajouté deux autres composantes. La première qui est l'implication, c'est-à-dire est-ce que vraiment
je me sens, est-ce que je me suis impliqué dans la formation, est-ce que l'on m'a impliqué dans la formation? Donc on sait très bien que l'adulte en formation n'apprend que ce qu'il met en pratique, qu'il a l'occasion de mettre en pratique. C'est le principe de l'andragogie. Peut-être même que c'est même un principe de pédagogie et que dans l'éducation nationale, on pourrait s'en inspirer utilement. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. C'est de dire, voilà, si je suis une formation, je vais 2 jours suivre un séminaire de management aux Seychelles et j'écoute un gourou du management pendant 2 jours et je ne mets jamais en pratique, l'apprentissage sera moindre. Ouais. Donc, à un moment donné, je vais avoir besoin de mettre les mains dans le cambouis, de pratiquer. Donc, de faire des études de cas, des jeux de rôle, des simulations, bref, des exercices, mais je vais être actif, en tout cas, dans mon apprentissage. Donc être satisfait, c'est une chose, mais il faut avoir été impliqué. Et moi-même, je dois m'être impliqué. Moi, dans les questionnaires que j'utilise souvent, c'est l'une des questions, c'est je me suis suffisamment impliqué dans le déroulement de la formation. Parce que l'apprenant aussi a une responsabilité. Il ne peut pas tout attendre du formateur, il ne peut pas tout attendre du groupe d'apprenants. Lui-même a aussi sa part de responsabilité. C'est un succès partagé. La responsabilité est partagée, une formation. Et le troisième élément, ils ont rajouté la pertinence. Je reprends l'exemple du séminaire de management aux Seychelles. Si j'avais été suivre une formation comme ça aux Seychelles, avec le beau temps du Nord qu'il y a actuellement, ça m'aurait fait plaisir, satisfaction. J'aurais peut-être fait tout un ensemble d'exercices, etc. J'aurais appris certainement beaucoup de choses en formation, donc je me serais impliqué, je me serais senti en tout cas impliqué. Par contre, pertinence, elle aurait été de 0, parce qu'en fait, je n'étais pas manager dans mon ancien travail. Donc, la pertinence du contenu de la formation par rapport à des situations professionnelles, c'est aussi un élément essentiel. Et ça, dans le nouveau modèle de Kirkpatrick, actualisé en 2009, c'est quelque chose qui est rattaché au niveau 1. Donc, une réaction. Dans le nouveau modèle, est-ce qu'il s'agit de la pertinence par rapport à des situations de travail ou la pertinence perçue par l'apprenant? Alors, c'est les deux, mon capitaine, dans le sens où c'est forcément par rapport aux situations professionnelles, mais elle peut aussi forcément être perçue, parce que qui mieux que l'apprenant de déterminer si ce qu'il voit en formation est applicable ou pas en situation professionnelle. Ce qui d'ailleurs fait que le niveau 1, il y a parfois de l'intérêt à évaluer, à mesurer le niveau 1 à froid, si vous passez l'expression. C'est-à-dire que c'est une fois que j'ai tenté de mettre en application ce que j'ai appris, que je peux dire, effectivement, c'était pertinent, c'était réaliste, ou alors c'était complètement déconnecté du terrain, c'était utopique de réussir à faire cela, etc. Il y a des gros écarts entre le à chaud et à froid. Oui, quand même. Ouais, tout à fait. Donc ça on l'observe assez souvent. Donc ça pose la question du bon moment. Quand est-ce que l'on doit évaluer le niveau 1 Alors, en la pratique, il y a vraiment deux grandes manières de faire. C'est-à-dire que soit c'est fin de formation, soit c'est un peu plus tard. C'est-à-dire que lorsqu'on le fait, par exemple, de manière dématérialisée, c'est vrai que ça se fait souvent le lendemain, donc à J+24 heures. Certains appellent ça à tiède. C'est pas très joli comme expression, mais à chaud, à tiède. Voilà. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. Avec évidemment les avantages et les inconvénients de chaque. C'est-à-dire que lorsqu'on le fait le jour même de la formation, il y a forcément un biais qui est introduit par le formateur, par sa présence, par le climat social, convivial de la formation. On vient passer a priori, parce que souvent ça se passe bien quand même, un bon moment en formation. Et puis à la fin, on demande de compléter un questionnaire. Puis le formateur reste dans la pièce, il regarde, il jette un œil sur les questionnaires, etc. Moi, je mets un point d'orgue à vraiment sortir de la pièce. C'est-à-dire que lorsque je fais une formation présentielle, je sors de la pièce. Je distribue les questionnaires lorsque l'évaluation se fait en papier. J'incruste ça dans une séquence pédagogique. Et on fait passer, si la formation se termine à 17h, je ne dis pas à 17h, je bloque la porte, que personne ne se sauve parce que j'ai besoin de mon questionnaire. Parce que là, les gens ont un train, un métro à prendre, etc. Donc, idéalement, c'est même le faire un peu avant, à 16h, 16h30. On fait l'évaluation et comme ça, même, on revient sur les éléments qui n'ont pas été compris, s'il y a eu des choses qui ont été mal perçues, on peut discuter de la mise en pratique, etc. Et sinon, on le fait le lendemain de façon dématérialisée. Là, l'avantage, c'est que vous avez des retours un peu plus sincères. Aussi, il n'y a pas la présence du formateur. C'est pas forcément 100% de taux de retour, mais légitimement, on peut avoir assez facilement 80% de taux de retour. Et puis voilà, les technologies maintenant permettent très facilement d'avoir ces informations-là. Donc, mais c'est intéressant de comparer. Même lorsque moi je fais une évaluation
du niveau 3, on en parlera, mais à froid, c'est-à-dire 2-3 mois après. J'aime bien remettre des questions, quelques questions de niveau 1, pour dire en gros, voilà, notamment sur la question de la pertinence. Pas sur la question de sur la salle de formation, parce qu'a priori, ça ne vaut pas le coup de reposer la question 3 mois, 3 mois après. Par contre, est-ce que le contenu était pertinent? Est-ce qu'il vous semble pertinent à chaud? Et à froid, est-ce que maintenant que vous avez essayé de mettre en œuvre, est-ce que le contenu vous paraît toujours pertinent? C'est intéressant de voir les écarts, et c'est vrai qu'il y a quand même des écarts parfois. On a preuve que l'apprenant, il a parfois aussi un peu de mal à se projeter tant qu'il n'a pas essayé, tant qu'il n'a pas tenté de mettre en œuvre, tant qu'il n'a pas expérimenté. Alors, du coup, pour évaluer le niveau 1 de Kirkpatrick, est-ce qu'il y a des grilles, des questionnaires types idéaux, finalement, des outils pour les entreprises tout fait? Quelles sont les choses à éviter? Comment les entreprises, finalement, gèrent ces données en interne? C'est vrai que souvent, les apprenants n'ont pas forcément le retour sur ces premiers questionnaires. On pourrait imaginer une plateforme de valorisation des formations pour que justement chaque apprenant puisse aussi voir quelle note a pu avoir telle ou telle formation. C'est vrai que c'est une donnée qui n'est pas transférée au niveau de l'apprenant, ça. Exactement, exactement. Alors, c'est tout le paradoxe, c'est que alors, la pratique la plus communément observée, c'est le questionnaire. Donc, on envoie des questionnaires. Donc, soit on les remet à la fin de la formation, papier, ou on les envoie par email le lendemain, ou des choses comme ça, par des QR codes, enfin, peu importe, dématérialisés ou non. Et donc, on agrège beaucoup de données. Et finalement, derrière, on les exploite peu. C'est-à-dire que souvent, c'est plutôt à la session, mais il y a peu d'entreprises qui sont capables de se dire, par exemple, tiens, je vais sortir à l'année le taux de satisfaction pour tel organisme de formation pour voir, pour le recevoir, discuter avec lui, voir comment on peut améliorer les choses, etc. Ça se fait assez rarement. Et il n'y a pas forcément de retour aux apprenants. Effectivement. Donc moi, je prends de mon temps précieux pour compléter un questionnaire et derrière, je n'ai pas de retour. Or, on est bombardé d'emails, de sondages, d'enquêtes en tout genre, etc. Qu'est-ce qui fait que l'on va répondre à un questionnaire? C'est parce qu'on y a un intérêt. Et donc, l'intérêt minimal pour l'apprenant, c'est d'avoir un retour, de dire moi, j'en ai pensé ça de la formation, mais ça m'intéresserait, par exemple, de savoir ce qu'en ont pensé les autres, mes pairs. Et que peut-être qu'on me fasse des recommandations en disant bah, tiens, si tu as apprécié la formation, cette formation-là, cette formation ou cette formation-là, ça pourrait te plaire aussi. Enfin bref, on crée un peu d'interaction. Et c'est vrai que c'est pas, ces learning data sont assez sous-utilisés dans les entreprises, sous-exploités. Et on est encore très très loin, en tout cas, d'avoir de TripAdvisor de la formation, où on aurait des retours sur toutes les formations possibles et imaginables. C'est pour ça qu'une des évolutions aussi qu'on voit apparaître avec les plateformes de formateurs au sens large du terme, ce qui est intéressant, c'est la géolocalisation. Enfin, ça, il n'y a pas besoin de la plateforme pour ça, mais c'est surtout l'avis des apprenants. Au lieu de partir de l'avis de ceux qui sont les décideurs, c'est de savoir comment les apprenants l'ont vécu. C'est quelqu'un de génial, j'ai adoré, etc. À chaud ou à froid, ou j'ai détesté, mais ça permet d'évaluer. Et si on donne la main, qu'on joue le rôle de l'apprenant, on remet l'apprenant au centre du processus de formation, comme on dit, dans ces cas-là, c'est intéressant de lui donner cet élément, puisque l'apprenant ne fait jamais du one-to-one, mais il travaille en communauté. Donc, il a besoin d'avoir ça. Et les plateformes le permettent. Et aujourd'hui, c'est un choix un peu sur le modèle d'Amazon. Ce n'est pas pour rien qu'Amazon lance des choses comme ça, pour dire qu'est-ce que les gens en pensent. Oui, complètement. Et c'est le premier réflexe lorsqu'on achète un produit, parce que justement on parle d'Amazon, c'est d'aller voir les avis. Moi, je n'ai pas envie d'acheter un produit où il n'y a aucune étoile, aucun avis, etc. Par contre, s'il y en a, et même s'ils ne sont pas tous positifs, c'est pas grave. Je préfère qu'il y ait des avis, même certains négatifs, que pas d'avis du tout. Pas d'avis du tout, c'est suspect. Et un produit pour lequel il n'y a que des avis positifs, c'est suspect aussi. Donc, par contre, si c'est majoritairement positif et quelques commentaires négatifs, là, bon, ça vaut le coup de tenter quelque part. J'aurais peut-être un produit défaillant, mais c'est pas grave, je le renverrai. Voilà, une formation, je suis dans une formation, je serai satisfait ou remboursé, enfin peu importe. Et comme on demande à l'apprenant d'être acteur de sa formation, de se prendre en charge, enfin, on lui fait peser beaucoup de responsabilités sur les épaules, il faut lui faciliter la tâche. Et effectivement, comme tu disais, le retour des pairs, de sa communauté d'apprenants, c'est essentiel. Alors, on va peut-être du coup passer à l'autre niveau de Kirkpatrick, sauf si tu as d'autres éléments à donner sur la réaction, la satisfaction, l'investissement, l'implication quand même de l'apprenant. C'est quelque chose qui est très important, qui fait qu'une formation va être efficace.
Et là aussi, c'est une mesure qui est difficile à prendre, puisqu'on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas forcément tangible. Oui. Quels sont les indicateurs finalement de l'investissement, de l'implication de l'apprenant? Alors, tous ces éléments-là, alors que ce soit l'implication, la satisfaction, la pertinence, les trois composantes du niveau 1 réaction de Kirkpatrick, tout cela peut être mesuré à l'aide de questions, dans un questionnaire. Donc, il y a vraiment, bon, il y a des techniques de formulation des questions, mais tout ça peut être capté par des questions soit fermées, des questions ouvertes. Donc, voilà. Après, c'est pas uniquement la satisfaction que l'on peut capter par le questionnaire. Par contre, je conseille toujours d'essayer de ne pas se limiter au questionnaire. C'est-à-dire, si on peut avoir des retours, notamment du formateur. Le formateur, lui, a un point de vue aussi sur le groupe. Il va faire des clôtures de session, il va faire des tours de table à la fin. Le responsable formation peut faire des introductions, des clôtures de session. Le manager, une fois que son collaborateur est revenu sur le terrain, ça peut être bien aussi que le responsable formation collecte quelques données. Alors après, il faut savoir raison garder. Je sais bien que dans une entreprise de 5000 personnes, on ne va pas s'amuser à aller voir les 5000 managers, etc. Mais pour certaines sessions, pour certains programmes de formation pilote, c'est bien d'avoir plus de modalités, plus d'outils d'évaluation que le simple questionnaire, au moins au début, pour s'assurer qu'on est en train de bâtir un produit à peu près correct. Et une fois que ça roule, qu'il a été rodé, testé, expérimenté, etc., après, on peut se limiter peut-être au questionnaire. Mais au début, c'est bien de ne pas se limiter uniquement à ça. J'entends souvent des responsables formation se plaindre en me disant mais je comprends pas, sur le questionnaire ils m'ont dit que c'était génial et lorsque je les vois dans les couloirs ils me disent que c'était nul. Eh bien ça souvent c'est le signe aussi d'une mauvaise construction du questionnaire. C'est-à-dire que lorsque vous avez des questions par exemple formulées uniquement en oui non, recommanderiez-vous cette formation oui non? Si je mets non, je risque de ne plus aller en formation, on risque de remonter à moi. En plus, on a dit que c'était anonyme, mais je dois le renvoyer par email, un document Word. Enfin, il n'y a rien de plus non anonyme, passez-moi l'expression, qu'une adresse email. Ah oui, mais c'est matricule. Enfin, matricule, même chose, etc. Et donc, je vais avoir du mal à répondre par la négative. Par contre, si, par exemple, j'utilise des échelles type échelle de Likert, avec des de 1, 2, 3, 4, 5, etc., où je fais un peu plus de marge de manœuvre, là, je vais avoir des données un peu plus valides. Donc, c'est voilà, important en tout cas de mixer tout ça et de se rendre compte que de tester aussi ces outils d'évaluation. Mais il ne faut pas se leurrer, au niveau 1, pour les 3 dimensions, c'est majoritairement le questionnaire qui est utilisé. Questionnaire à destination de l'apprenant. Et d'ailleurs, juste pour continuer, pardon, Stéphane, généralement, l'apprenant, il est relativement satisfait. Si on regarde les retours de notation suite au questionnaire de satisfaction, on est de l'ordre de 80%, enfin, on est souvent proche des 80% de satisfaction, 90%. Est-ce que ça veut dire que l'apprenant n'est pas aussi habitué à avoir un esprit critique vis-à-vis de la formation? C'est quelque chose qui n'est pas spontané. Il ne joue pas forcément le jeu. Oui, alors après, il y a les conditions de passation du questionnaire. Donc, comme je le disais, si c'est en salle, voilà, c'est les anglo-saxons appellent les questionnaires de niveau 1 les smile sheets, les happy sheets. C'est pas pour rien, c'est que finalement, voilà, on a des smileys, on est très content. Et comme le disait Kirkpatrick, finalement, c'est parce que le formateur sourit beaucoup qu'à la fin, du coup, les notes vont être bonnes. Et c'est vraiment pas difficile d'avoir de très bonnes évaluations. J'ai une anecdote à ce niveau-là, c'est une formatrice en Belgique qui avait ramené un album photo avec des photos de groupe, de sessions d'apprenants, et il y avait 2 photos un peu jolies. Il y avait la place pour une 3e. Et elle avait dit, écoutez, je gardais toujours une place. En fait, je prends en photo, une photo de groupe, les meilleurs groupes d'apprenants que j'ai eus, les plus formidables. Et franchement, c'était tellement une session magnifique que voilà, j'aimerais qu'on fasse une session ensemble pour que vous soyez le 3e groupe. Bon, je suis persuadé qu'elle disait ça à tout le monde, sauf que lorsqu'on vous lance de tels éloges, vous avez envie de dire, mais cette formatrice, c'était génial. Là, vous oubliez le contenu de la formation, vous oubliez de savoir si ça s'est bien passé, mais vous êtes flatté. Et donc, naturellement, vous allez noter, on va dire, positivement. Donc, il y a les conditions de passation. Il y a peut-être le fait que si je pars en formation et que ça n'est pas anonyme, j'ai peur que derrière, ça me retombe dessus. Qu'on me dise, bah, lui, c'est un râleur, donc il ne retournera plus forcément. Ça ne sert à rien de le renvoyer en formation. De toute façon, il n'est jamais content. Donc, j'ai tendance à être plutôt positif. C'est quand même une expérience agréable d'aller en formation, parce que même si je n'ai rien appris, bah, j'ai quand même vu d'autres personnes, j'ai peut-être vu des collègues que je n'avais pas l'habitude de voir, etc. Donc, ça reste quand même globalement positif, une formation. Du point de vue du niveau 1, souvent, ça se passe quand même bien. La question, après, c'est est-ce que ça se passe aussi bien au niveau 2, 3 et 4? C'est pour ça qu'en termes d'engagement, l'intérêt aussi avec le e-learning,
ça permet justement d'avoir un suivi, non pas simplement à la fin, mais tout au long de la formation. Et pour peu que la pédagogie soit un peu collaborative, avec des prises de notes collectives ou des choses très simples, dans ces cas-là, on voit qui intervient, qui pose des questions, quelle est la place de modérateur, et ça permet d'avoir une visibilité tout au long de la formation. Oui, complètement. C'est essentiel. Finalement, on peut par le e-learning, par toutes ces modalités, on va dire, de digital learning, essayer de mesurer, de capturer tout ce qui se passe finalement dans une salle de formation, qu'on n'arrive pas à capturer en temps habituel, en présentiel, mais finalement toutes les interactions entre les apprenants, avec les formateurs, etc., tout cela peut se mesurer. Et c'est l'avantage, c'est que du coup, ça rend plus facile le fait d'optimiser la formation en tant que telle. Vous voyez, comme on a ces mesures, comme on a ces data, comme on a ces données, etc., c'est plus facile de se dire, bah, tiens, à ce niveau-là, il y a eu un manque de réussite à ce niveau-là. Sur cet exercice, ça s'est moins bien passé. Là, on est peut-être passé trop rapidement là-dessus. Là, il faudrait peut-être densifier un peu le contenu, etc. Et c'est plus difficile de faire en salle parce que nous sommes des êtres humains, nous n'avons pas des antennes partout et c'est un peu plus compliqué. Beaucoup plus de statistiques du coup à analyser effectivement avec les outils de e-learning. Tout à fait. On peut davantage suivre l'implication. Alors, si on passe maintenant au deuxième niveau, on passe de la réaction à l'apprentissage. Donc moi, spontanément, j'associe apprentissage à savoir. Est-ce que ça se limite à ça, c'est-à-dire ce que j'ai appris, ou est-ce que ça dépasse cette dimension de savoir? Alors, l'apprentissage, au sens, alors, je suis un élève Kirkpatrick, donc j'ai tendance à toujours ramener à chaque fois à Kirkpatrick, mais au sens Kirkpatrick, c'est à minima deux choses. C'est-à-dire, c'est la partie connaissance, le savoir, effectivement. Au sens cognitif, voilà, je vais en formation pour acquérir un certain nombre de notions, un certain nombre de connaissances. Ça se mesure assez facilement. Lorsque je suis un MOOC, par exemple, je suis un MOOC, j'ai des quiz qui ponctuent en tout cas les différents modules, j'ai un quiz final, on va me poser des questions principalement centrées sur les connaissances. Je vais pouvoir attester à la fin d'un certain niveau de connaissance. Ça, c'est assez classique. Il y a la partie de savoir, donc, savoir-connaissance. Il y a la partie un peu plus aussi savoir-faire. Alors, on pourrait parler de compétences. Je sais qu'en France, c'est très chargé comme terme, comme terme. Mais voilà, c'est au sens de savoir-faire, habilité. Je veux en formation, mais pas juste pour savoir. Je veux aussi en formation pour devenir meilleur en termes de savoir-faire. Je vais acquérir des techniques, c'est pas juste en termes de connaissances. Par exemple, si on faisait ensemble une formation sur le modèle de Kirkpatrick, justement, je pourrais poser une question qui serait Stéphane, Sylvie, quels sont les 4 niveaux du modèle de Kirkpatrick? Évidemment, vous répondriez convenablement. Là, ça, c'est de la pure connaissance. Par contre, ça ne dit en rien que suite à la formation, vous êtes capable de construire un questionnaire d'évaluation du niveau 3. Vous êtes capable d'analyser tel rapport d'évaluation que je vais vous donner et d'en tirer des actions correctives, etc. Donc, il y a vraiment une partie savoir-faire qui pour moi est essentielle et on aurait tort, de mon point de vue, de se limiter uniquement à la partie connaissance. Donc, en formation, si on ne va chercher que des connaissances, il y a le risque que derrière, il n'y ait pas de transformation, qu'on n'aille pas vers le niveau 3. Ce n'est pas parce que je sais faire. Et si je ne sais pas faire, il y a très peu de chances que je fasse une fois de retour en situation de travail. Et donc voilà, c'est important, mais forcément, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes méthodes d'évaluation. Au niveau connaissance, évidemment, ça va être du quiz, que ce soit écrit, ça va être oral. Lorsque je dois une formation, moi, je fais des petits quiz, même à l'oral, flash, pour voir si les apprenants retiennent les choses. En plus, il y a un effet de répétition. C'est la répétition qui va fixer la notion aussi, donc voilà, c'est important. Mais après, il y a toute cette partie savoir-faire. Et là, on va plutôt être dans le registre des études de cas, des exercices, des simulations, des jeux de rôle, des examens, s'il y a une certification, enfin voilà, toute cette partie qui fait qu'on va s'assurer que la personne en formation a appris et elle va mettre en pratique en formation pour montrer qu'elle a pu acquérir un savoir-faire. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le principe des assessment centers où on essaye de les faire pratiquer ou à la fois des connaissances? Est-ce que c'est de cette nature? Oui, complètement, ouais, c'est ça. C'est l'idée, vraiment de dire, on essaye le plus possible
un bon savoir-faire, si je peux m'exprimer ainsi, c'est vraiment un savoir-faire qui va être testé dans les conditions les plus proches possibles de la situation professionnelle que va rencontrer l'apprenant. Parce que derrière, il faut vraiment que je m'assure qu'il sera possiblement à même de reproduire ce savoir-faire en situation de travail. C'est à ce moment-là qu'il va devenir réellement compétent au sens français du terme. Donc oui, c'est la même logique. Tout à fait. Et alors, du coup, pour mesurer cette acquisition de savoir, de savoir-faire, est-ce qu'il y a une évaluation initiale au départ? Est-ce que c'est intéressant de travailler avec des groupes homogènes d'apprenants? Voilà, comment on va pouvoir travailler de manière idéale sur cette phase numéro 2 de Kirkpatrick? Alors c'est vrai que c'est l'idéal. L'idéal, c'est de savoir d'où on part. Donc c'est vrai que avoir une évaluation de niveau 2, une évaluation diagnostique, donc pour savoir finalement un peu quels sont déjà, est-ce que mes apprenants ont les prérequis pour suivre la formation? Est-ce qu'ils ont le niveau? Est-ce qu'il va falloir faire des groupes de niveau, justement? Et donc, on parlait d'individualisation tout à l'heure, peut-être pour constituer des groupes qui vont être différents, pour ne pas leur délivrer exactement le même contenu. Donc, cette évaluation, à la base, peut être intéressante. Elle est surtout intéressante si c'est quelque chose, si c'est une connaissance, un savoir ou un savoir-faire qui est déjà présent dans l'entreprise. Par exemple, vous formez des apprenants à un nouveau produit, il n'y a pas d'intérêt à faire une évaluation avant. Parce que si on fait une évaluation avant, normalement, le résultat, c'est 0, parce que c'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Par contre, si, voilà, moi, je fais des formations d'évaluation, les personnes arrivent, elles ont déjà entendu parler de Kirkpatrick, elles ont déjà des questionnaires dans l'entreprise, etc. C'est intéressant de faire une évaluation en amont, parce qu'on voit très bien que, typiquement, voilà, sur le niveau 1 et 2, les personnes ont des connaissances, moi, sur le niveau 3 et 4, etc. Donc, je sais sur quoi mettre l'accent en priorité. Et donc, on va orienter différemment le déroulement de la formation. Et c'est comme tout, il faut savoir quel est le point A pour savoir finalement, une fois arrivé au point B, est-ce que oui ou non, il y a eu un gain d'apprentissage? Est-ce qu'on a pu élever le niveau de connaissance? Est-ce que les personnes ont pu acquérir un savoir-faire, etc. Donc, c'est bien d'avoir ça. Ouais. Du coup, un petit peu même question que tout à l'heure par rapport aux données qui étaient liées à la réaction. Toutes ces données liées à l'apprentissage, est-ce qu'elles sont traitées en interne? Qu'est-ce qu'on en fait dans l'entreprise? Est-ce que ça permet effectivement de corriger a posteriori des formations dont on n'est pas suffisamment satisfait? Là encore, l'apprenant n'a pas de feedback non plus sur ces évaluations. Pour les formations en présentiel, c'est assez rarement le cas. Parce que finalement, c'est l'activité d'évaluation niveau 2 est souvent de la responsabilité du prestataire de formation. Donc, lui évalue quasiment le niveau 2 tout le long. C'est-à-dire que lorsqu'il fait des exercices, des simulations, des jeux de rôle, etc., il évalue le niveau 2. Même si ça n'est pas clôturé, on va dire, à la fin par un questionnaire d'évaluation des connaissances, il évalue le niveau 2 en permanence. Maintenant, lorsqu'une formation a un enjeu particulier, lorsqu'elle vise une certification, lorsqu'elle vise un diplôme, etc., là, il y a des véritables modalités d'évaluation de niveau 2 qui se mettent en œuvre. On va mettre en place un examen, on va mettre en place une logique de certification, etc. Dans ce cas-là, on a des données, mais force est de constater que lorsque la formation est donnée en présentiel, on n'a pas autant de données d'apprentissage qu'on peut l'avoir que lorsque la formation se fait en ligne. Cela va de soi. Parce que là, on est capable de distribuer plus facilement des petits quiz. On est capable de voir aussi, d'avoir des jeux où on va pouvoir collecter toutes ces données, etc. Donc, les formations présentielles sont un peu... enfin, la partie niveau 2 est un peu le parent pauvre de l'évaluation de niveau 2. Parce que souvent, on considère que c'est de la responsabilité de l'organisme de formation et il n'y a pas forcément d'échange, il n'y a pas forcément de formalisation de l'évaluation des acquis. Il y avait un décret, lorsque le décret était paru sur l'attestation de formation, on avait dit il faut que voilà, chaque prestataire de formation remette à l'entreprise une attestation de formation avec les objectifs de la formation et le résultat de l'évaluation des acquis. Lorsque c'était sorti, je m'étais dit c'était formidable, tout le monde va devoir évaluer le niveau 2 et le formaliser. Et en fait, il s'est avéré que derrière, voilà, le législateur a fait un peu marche arrière en disant non, mais en fait, il faudra mettre un résultat sur l'attestation uniquement si c'est prévu
dans le cadre de la formation, etc. Mais il n'y a aucune obligation à ce niveau-là. Donc, ce qui fait qu'on évalue quasiment systématiquement le niveau 1, alors que le niveau 2, on fait l'évaluation, mais on ne formalise pas toujours le résultat de cette évaluation, de façon à avoir des données, et suffisamment de données qui permettraient d'améliorer la formation en continu, à différents niveaux. Alors, néanmoins, pour tout ce qui est finalement outils e-learning, là, on récupère de la data et finalement, on peut exercer pleinement l'évaluation selon le modèle de Kirkpatrick. Ah, complètement, tout à fait. Permettre, et dans le détail, dans tous les paramètres, je dirais, des niveaux 1 et 2. Donc, finalement, c'est peut-être mieux le e-learning de ce point de vue traçabilité, mais ce qui est vrai. Et donc, la vraie question après, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette traçabilité? C'est-à-dire, quand on voit qu'il y a des écarts, qu'est-ce qu'on fait de ces écarts? Est-ce qu'on propose des parcours personnalisés? Et ça, c'est quelque chose de pédagogiquement important à mettre en œuvre. Alors, justement, Sylvie, je te relaisse la parole. Désolée, voilà, j'ai eu une petite coupure de réseau. Non, je soulignais le fait que finalement, c'était un modèle qui avait été développé dans les années 50, à la fin des années 50, et qui aujourd'hui trouvait tout son sens avec les outils e-learning qui permettaient d'avoir l'ensemble des données pour traiter au mieux les niveaux 1 et 2 de Kirkpatrick. En fait, quand le modèle Kirkpatrick a été construit, seule la formation en présentiel existait quasiment. Enfin, il y avait après le système de compagnonnage, etc. Mais la formation classique, au sens formel, il y avait seulement la formation présentielle qui existait. Et on voit que finalement, peu importe la modalité, tant que l'on est d'accord sur le fait qu'une formation doit permettre de générer des réactions positives, d'apprendre, de permettre le transfert des acquis, etc., peu importe la modalité, parce que derrière, le modèle s'applique toujours. Et c'est vrai que les possibilités offertes par le digital learning aujourd'hui permettent plus facilement que la mise en œuvre de dispositifs d'évaluation de ce type. Et je rajouterais aussi qu'à l'époque où ça a été construit, les savoirs et les métiers étaient relativement stables. Et donc, on travaillait sur des carrières, donc tout était très structuré. Il était plus facile d'avoir de la connaissance. Aujourd'hui, la connaissance est très éclatée. Elle se reconstruit avec un taux d'obsolescence complètement nouveau. Donc, ça veut dire que les mêmes modèles posent de nouvelles interrogations, d'où avoir cette réactivité. J'aimerais revenir sur une question que Sylvie avait soulevée tout à l'heure, en disant que finalement, si en amont, on avait, avec ce niveau 2, évalué les prérequis, les connaissances de chacun, est-ce qu'on devait constituer des groupes homogènes ou des groupes qui étaient hétérogènes? Sachant que quand on a un leader dans le groupe, ça amène des réactions, pour peu qu'il ne soit pas tout seul dans le groupe, que le groupe ne soit pas trop important, mais ça permettait d'augmenter la performance. Qu'est-ce qu'on fait pour le groupe? Alors, de ce que j'ai pu observer chez différents clients, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a une volonté d'essayer d'avoir des groupes les plus homogènes possibles. Donc, typiquement, on fait passer l'évaluation, on a un résultat suite à une question d'évaluation des connaissances qui va de 0 à 100, par exemple, et on essaie de faire des groupes avec les personnes qui ont entre 50 et 60, 60 et 70, etc. Et donc, finalement, on parie quasiment sur le fait on mise sur le fait que ces personnes vont progresser toutes de la même manière et que c'est mieux d'avoir les niveaux les plus homogènes possibles pour avoir le même contenu. Or, on voit bien, on parle de socialisation, mais c'est excessivement important aussi d'avoir des écarts à ce niveau-là, d'avoir effectivement peut-être quelqu'un qui va être meilleur que les autres, qui va pouvoir entraîner tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'on a moins bien réussi à un question d'évaluation des connaissances que l'on va moins bien réussir, en tout cas que d'autres, dans la formation. Un question d'évaluation des connaissances ne capture qu'une petite partie, en tout cas, de ce qu'est la formation et ce qu'est le contenu de la formation. Surtout que les formations telles qu'elles sont construites actuellement sont moins axées finalement sur le savoir que sur le savoir-faire. C'est-à-dire que lorsqu'on voit un peu des pédagogies de type classe inversée, etc., on se dit finalement, la connaissance, on va aller la chercher un peu par soi-même. On va aller chercher la connaissance auprès des pairs, on va aller chercher ça sur Internet, etc. Et on va plutôt travailler sur l'expérimentation, sur la mise en pratique, etc. Et donc, le fait de dire on va constituer des groupes de formation uniquement à partir de ce qui est censé être la connaissance, c'est un peu partiel quelque part. Et d'ailleurs, dans la notion d'apprentissage, finalement, moi je le sous-entendais un petit peu l'apprentissage classique, c'est-à-dire qui descend du formateur vers l'apprenant. Est-ce qu'il y a la dimension aussi
apprentissage social, c'est-à-dire ce que les co-apprenants m'ont appris. Parce que ça peut être une des données analysées aussi à ce niveau de l'évaluation. Oui, complètement. Ouais. Et c'est vrai que dans l'analyse des données, c'est intéressant, par exemple, pour juste prendre cet exemple, de regarder un peu quel est l'écart type. C'est-à-dire, est-ce que les personnes progressent toutes de la même manière ou est-ce qu'il y a des écarts très forts entre la personne qui a le moins bien réussi, la personne qui a le mieux réussi, etc. Et moi, j'utilise beaucoup des questions pour le niveau 2 où je demande aux personnes de se positionner. C'est-à-dire les personnes passent la formation, enfin, elles suivent la formation et à la fin, je leur dis, pour chacun des objectifs pédagogiques de la formation, est-ce que, selon vous, avant la formation, vous étiez à quel niveau? Et maintenant, à quel niveau êtes-vous? Alors, c'est complètement subjectif, mais encore une fois, beaucoup de subjectivité, ça devient rapidement objectif, parce que quand 80% des personnes disent « j'ai progressé sur tel objectif, etc. » ou « je n'ai pas progressé sur tel autre », c'est intéressant d'avoir cette information-là. Et là, ça nous permet de voir si oui ou non le groupe a réagi ou pas de la même manière, a progressé en tout cas de manière relativement homogène par rapport aux autres, etc. Et après, toute la partie ce qui relève du social learning, on en discutera, mais de mon point de vue, elle se joue aussi, notamment aussi et surtout au niveau 3. C'est-à-dire, une fois que je reviens en situation de travail, comment on va pouvoir capitaliser sur le fait que j'ai plusieurs personnes qui ont vécu en tout cas la même formation, qui ont suivi la même formation, qui ont les mêmes acquis, et comment tout cela va nous aider à favoriser le transfert des acquis, donc au niveau 3. Du coup, finalement, aujourd'hui, le responsable de formation, il a donc à gérer une multiplicité de supports de formation avec des indicateurs de performance multiples. Il a un véritable tableau de bord devant lui. Il y a un peu une transformation aujourd'hui du métier de responsable de formation. Oui. Alors, bon, l'ensemble des indicateurs qui... Moi, je parlais du sens des mots au début. J'observe beaucoup ce qui se fait aux États-Unis notamment, parce que j'ai remarqué ceci pour beaucoup de choses. Ce qui se passe aux États-Unis, 3 à 4 ans après, les cycles sont de plus en plus courts, ça arrive chez nous. Donc on va peut-être avoir un Donald Trump un jour. Donc voilà, c'est ça la réalité. Et donc, le mot training a quasiment disparu en fait, des intitulés de fonctions aux États-Unis. Vous pouvez aller sur LinkedIn, vous pouvez chercher des offres pour des training managers, ça n'existe quasiment plus. Donc le mot formation a disparu et il a été remplacé complètement par le learning. Donc ça, c'est très pour moi significatif, c'est-à-dire qu'on n'est plus des responsables de la formation, on est des responsables de l'apprentissage. Alors pas au sens français du terme, mais bien des responsables un peu du développement des compétences. Que ce soit par la formation, par d'autres choses. Si c'est par de l'auto-formation, par du coaching, par des expéditions, par n'importe quoi, peu importe. Donc ça, c'est une première évolution. Et l'évolution suivante, on va parler chez des entreprises de type Google, des petites entreprises comme ça très prometteuses, c'est par exemple l'intitulé de poste qui est le Learning and Performance Manager. Donc, à la fois, vous êtes responsable du learning, de l'apprentissage, du développement des compétences, mais pourquoi? Pour la performance. En fait. Donc là, la jonction entre les deux termes est évidente. Donc on va dire, c'est le nouveau positionnement un peu du responsable formation qui ne doit pas être dans l'ingérence pédagogique, il ne doit pas faire le job du formateur, du prestataire de formation, du concepteur pédagogique. Selon moi, il est de plus en plus à faire converser, on va dire, les deux mondes. Le monde de la formation et le monde de l'entreprise. Donc lui, il est un peu l'ingénieur civil, celui qui va construire des ponts entre ces deux mondes et faire en sorte qu'ils se comprennent. Il doit avoir à la fois la connaissance de la pédagogie, la connaissance de la formation, suffisamment en tout cas pour comprendre comment ça va pouvoir être implémenté derrière dans l'entreprise. Mais il doit aussi connaître le métier de l'entreprise également. Donc il est un peu entre les deux. Je pense que son positionnement aujourd'hui et demain sera celui-là. Du coup, on est dans l'implémentation à venir dans l'entreprise, donc ça va être le sujet du prochain épisode. Alors moi, je suis assez pressée d'aborder ce thème parce que là, on était resté dans le périmètre de la formation et c'est vrai qu'à l'origine, si on forme, c'est pour être plus performant dans l'entreprise. Et voilà, j'espère qu'on aura plein d'informations pour savoir pourquoi il y a une perte d'efficacité justement de la formation entre le moment où on est formé et le moment où on va pouvoir utiliser ce qu'on a appris, mais on ne le fait pas forcément. Il y a une déperdition qui est assez importante. Et on pourra du coup aborder le niveau 3 qui est assez important dans le modèle de Karl Patrick.
Peut-être une autre question sur quand on voit le responsable de formation avec les métiers et la connaissance, ce sont souvent pas les mêmes systèmes d'information quand on est performance commerciale, donc c'est soit un CRM qui n'est pas forcément connecté ou mal connecté ou pas facile d'accès. Comment est-ce qu'il peut faire pour avoir accès à la connaissance métier concrète? Il faut refondre toute l'entreprise? C'est tout le problème. C'est tout le problème du fonctionnement en silo dont je parlais précédemment, mais là, le fait, pour revenir à ce que l'on observe aux États-Unis, c'est que le responsable formation devient moins généraliste, en tout cas là-bas, qu'une sorte de consultant interne, qui finalement construit des projets en réponse à des besoins de direction opérationnelle. Donc forcément, lorsqu'il va construire son projet, il a tout intérêt à négocier, c'est la moindre des choses, l'accès à ces informations. Donc s'il doit bâtir un projet de formation, et pas que de formation, d'ailleurs, un projet de développement de la performance humaine, on va appeler ça comme ça, parce qu'il est responsable du learning, pour une direction commerciale, forcément, il va avoir accès à ces données-là. Donc, forcément, il va bâtir un cahier des charges, il va analyser un besoin en lien avec ses indicateurs, etc. Donc, il sera moins, je pense, isolé des autres fonctions d'entreprise parce qu'il sera là dans une logique de réponse à des clients internes. Et donc, il fonctionnera en mode transverse en réponse à des besoins de direction particulière. Est-ce que tu dirais qu'à terme, il peut devenir business partner? Je lui souhaite, et je le souhaite personnellement. Mais selon moi, c'est la voie inéluctable. Et est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, les responsables de formation sont outillés pour ça en France? Pas nécessairement, non. Pas nécessairement. Le profil des responsables de formation n'est pas toujours celui aussi de responsables de formation qui ont vocation à devenir business partner. C'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais il y a beaucoup de responsables de formation qui sont d'anciens assistants ou assistantes administratives de la formation, donc qui étaient plutôt dans l'administration de la formation, donc qui complétaient les 24-83, etc. Et puis, boum, qui un jour sont montés responsables de formation. Donc plutôt des profils administratifs, mais qui n'ont pas vocation non plus, en tout cas à court terme, à être dans ce rôle. D'autres viennent plutôt de filières RH formation pure. Et donc là, c'est vraiment une question d'intérêt. Est-ce que vraiment je suis intéressé par l'entreprise, par le métier d'entreprise, par le côté opérationnel? Est-ce que je vais me diriger vers cela? Et puis il y a aussi les opérationnels, à ma connaissance un peu moins nombreux, d'anciens opérationnels qui passent à un moment donné par la case formation. Et donc eux, pour le coup, doivent faire le chemin inverse, doivent s'intéresser à la formation, à la pédagogie, mais sont déjà dans le métier, sont déjà dans l'opérationnel et ils parlent déjà le métier, le langage de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment le conseil que je devrais donner à n'importe quel responsable de formation, c'est bête de le dire, mais c'est de s'intéresser au métier d'entreprise et de parler le même langage. Or, le langage universel et commun de l'entreprise, c'est celui du chiffre. Donc, tant qu'on ne parle pas le langage du chiffre, on ne se fera jamais, en tout cas, entendre et écouter d'une direction générale ou opérationnelle. Très bien. Et en termes même de consultant formation, parce que quand tu dis qu'il faut faire un diagnostic, il faut aller sur le terrain, est-ce que l'idée, c'est qu'à terme, ils deviennent pour une partie consultants dans leur métier? C'est-à-dire consultant dans consultant, c'est être capable d'auditer, donc d'écouter, d'entendre, de constituer même de lancer des projets de formation. Tout à fait. Pour moi, c'est une démarche de conseil. C'est une démarche de conseil pur. Et donc c'est une question de profil aussi, je pense. C'est vraiment. Moi, en tant que consultant, nécessairement, je m'intéresse au métier de mes clients, à l'activité de l'entreprise de mes clients. Je me renseigne aussi sur leurs chiffres, sur leur actualité, etc., de manière à arriver et aussi être un minimum éclairé et de pouvoir susciter aussi l'intérêt de mes interlocuteurs. Et donc, derrière, je ne peux pas me réfugier uniquement derrière une expertise formation. Je dois forcément, sans être expert de leur métier, mais en tout cas, montrer que je peux parler, peut-être pas d'égal à égal au niveau de leur connaissance métier, mais en tout cas de parler avec des opérationnels, savoir lire un compte de résultats, enfin voilà, parler par les chiffres, par les clients, par les fournisseurs, par les stratégies. Il faut être un peu, voilà, encore une fois, même dans sa tête, il faut éviter de fonctionner en silo. Et la démarche de responsable de formation qui est souvent considérée dans l'entreprise comme celui qui sait,
hein, parce que historiquement, c'est comme ça qu'a été construite la fonction. Cet espace de veille, de prospective, c'est quelque chose que tu vois se dessiner important ou externalisé, pas essentiel en entreprise? Là, alors s'il est dans un positionnement consultant, si on parle juste pour sa propre personne, lui a tout intérêt à continuer ce travail de veille. Parce que s'il est dans une posture de consultant dans l'entreprise, s'il est dans un positionnement aussi de consultant dans l'entreprise, on va acheter son expertise. Donc, il a tout intérêt à continuer à faire ce travail de veille, ne serait-ce que pour lui, et accessoirement pour le revendre à ses clients internes. Donc, il a tout intérêt à avoir une longueur d'avance, au risque, on parlait d'obsolescence des savoirs, mais d'être rapidement obsolète à ce niveau-là. Donc, ne serait-ce que pour sa propre personne, il a tout intérêt à conserver cette activité de veille et à pouvoir en faire profiter du coup ses clients, même internes. Et pour aller plus loin aussi, finalement, le responsable de formation aujourd'hui, il a un rôle majeur à jouer dans la conduite du changement des entreprises, c'est-à-dire qu'on est en train voilà, d'évoluer dans un monde qui est vraiment en pleine révolution, les organisations également. Et dans ce contexte-là, enfin, le rôle du responsable de la formation prend une importance majeure avec la dimension formation, développement des compétences des salariés qui doivent suivre, qui doivent évoluer, changer en permanence. Et là où on avait enfin, peu de formation dans une carrière, on va en avoir de plus en plus parce que l'adaptabilité, c'est le mot d'ordre aujourd'hui. Donc, le rôle du responsable de formation aujourd'hui, finalement, est crucial dans les entreprises. Oui, complètement. Alors, j'aime bien l'expression anglo-saxonne lorsqu'on parle de développement organisationnel. Donc, c'est vrai que pour beaucoup, c'est une compétence à soi, c'est de dire, je ne suis pas encore une fois juste responsable du training, du learning, mais je dois aussi m'intéresser aux manières de développer l'organisation, de travailler sur l'organisation du travail, sur le management organisationnel, etc. Et il y a une question aussi d'exemplarité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prêcher de bonne parole, porter de bonne parole dans l'entreprise et expliquer à tout le monde que c'est important de continuer à se former, de parler d'obsolescence des savoirs, etc., si soi-même, on n'est pas exemplaire. Donc, moi, ça me fait toujours un peu peur lorsque je croise des responsables de formation qui n'ont pas entendu parler d'intelligence artificielle, de choses comme ça, parce que c'est la sauce à laquelle on va toutes et tous être mangés demain. Donc, c'est important d'avoir une petite part de veille, de prospective dans son métier. On devrait quasiment avoir quelques heures ou alors quelques minutes tous les jours consacrées à ce travail de prospective. Et pas uniquement, encore une fois, lié à la formation, à la pédagogie. Mais je lisais cela, un consultant je crois que c'était dans les ressources humaines, il allait suivre des conférences sur des thèmes autres à chaque fois que les RH. Parce qu'il disait, c'est là où je vais le plus apprendre. Il a suivi des conférences sur la biologie, sur la philosophie, etc. Parce que c'est en allant chercher des savoirs dans les disciplines parallèles que l'on va aussi mieux comprendre quelles seront un peu les tendances de demain et ce qui va venir impacter notre métier qui reste celui de la formation. Eh bien, très bien, merci pour tous ces commentaires. Merci à tous les deux pour tout ce que vous avez apporté. Pour tous ceux qui ont suivi l'épisode, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour donner votre sentiment, poser des questions qui sont les vôtres. Et puis, je vous invite à venir au 3e épisode qui sera sur dans l'entreprise, comment est-ce que finalement on se met en situation de travail. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.